Merci bien pour ces mots aimables d'introduction. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la Cour constitutionnelle allemande entre dans l'histoire, ou au moins elle entre dans l'écriture de son histoire. Et nous sommes confrontés maintenant, et le livre d'Aurore Gaillet fait partie de cette nouveauté d'une histoire générale de la Cour constitutionnelle. Nous avons deux grands livres, le livre de l'américain Justin Collins et précisément le livre d'Aurore Gaillet. Et je tiens à remarquer en introduction le fait un peu étrange que les grands ouvrages sur les institutions allemandes sont souvent écrits par des étrangers. C'était déjà le cas de la première grande monographie sur le chancelier fédéral qui a été écrite par Jean Anfou dans les années 60. Le premier grand livre sur le Bundestag a été écrit par un Américain, Gerhard Löwenberg. Ça reste le grand traité sur le Bundestag. Et nous voilà, encore une fois, avec une historienne, une juriste étrangère qui écrit sur les institutions allemandes. On peut se poser la question pourquoi les Allemands n'écrivent pas ça et pourquoi ce sont nos amis étrangers qui analysent nos institutions. Je crois chez nous, ça tient au fait que les historiens ont une certaine timidité par rapport au droit, donc ils n'osent pas écrire un ouvrage sur la Cour constitutionnelle. Les juristes chez nous sont souvent dogmaticiens, on vient d'en parler, donc il y a un certain manque de distance des juristes praticiens, même dans les facultés de droit, par rapport à ce type d'études. Et les historiens du droit chez nous sont souvent des privatistes, donc encore une fois étrangers à l'objet. Je crois que ça explique un peu ça. Et donc le livre d'Aurore s'inscrit dans cette veine des études allemandes de nos amis chercheurs étrangers. Mais je crois que l'accent a changé depuis le début de la RFA. Dans les premières décennies de la RFA, ce furent des livres inquiets qui interrogeaient une démocratie allemande qu'on pouvait considérer en période de probation après le nazisme. Aujourd'hui, je comprends comme ça le livre d'Aurore, ce sont des travaux qui interrogent un modèle allemand qui semble avoir trouvé une voie convaincante dans un monde plus ou moins de crise de la justice constitutionnelle. Donc il y a vraiment un changement de perspective qui s'introduit. Quand on regarde de près donc le livre d'Aurore, je crois qu'on peut le qualifier comme une introduction historico-comparatiste à la Cour constitutionnelle allemande, qui met l'accent justement sur la naissance et la première décennie de cette Cour, donc entre 1951 et 1961, c'est l'essentiel de l'ouvrage qui se concentre sur cette décennie, en pleine connaissance de l'état de la recherche, et avec le but de contribuer aussi à une meilleure compréhension de cette institution et de la justice constitutionnelle en général dans le présent. Si je vois bien le livre, il ne s'agit pas principalement d'une histoire racontée de manière diachronique. Je vois plutôt un faisceau d'analyses thématiques qui donne une perspective d'ensemble, mais c'est moins une narration historique du développement de la Cour. C'est ainsi, par exemple, que le livre n'insiste pas beaucoup sur la naissance tardive de la Cour. Elle est quand même intervenue parmi les institutions allemandes. L'Allemagne de l'Ouest a été fondée en 1949. Tout est en place, sauf la Cour constitutionnelle, qui vient 2 ans plus tard, et après des tractations énormes entre la majorité parlementaire conservatrice à l'époque et les sociodémocrates sur précisément la structure et l'institution de la Cour. Pour le lecteur allemand, je crois l'aspect le plus saisissant de ce livre est bien sûr la comparaison explicite ou implicite avec le Conseil constitutionnel français. Sans que, et je crois qu'il faut le souligner, sans que le livre tombe dans le travers facile de le faire de la Cour de Karlsruhe un modèle à clé que l'on pourrait facilement transférer dans l'aile Montpensier du Palais Royal. Aurore se garde bien de cette tentation que je vois parfois chez les collègues français. C'est une étude qui garde toute sa distance et qui ne tente pas de recommander toujours l'Allemagne comme une solution à des problèmes perçus comme problèmes français.
Pour le lecteur allemand, bien sûr, il y a souvent des comparaisons qui sont très instructives. Je donne un exemple pour éclaircir mon propos. L'analyse des conflits entre la Cour constitutionnelle et la Cour fédérale de justice, grand conflit des années 50 que tu racontes beaucoup dans ton livre. Donc, conflit avec l'équivalent allemand de la Cour de cassation dans les années 50. Elle gagne beaucoup par le parallèle français récent, donc, qui est introduit, le parallèle français récent autour de la QPC et du rapport compliqué entre les hautes juridictions françaises et le Conseil constitutionnel. On lit l'Allemagne et on découvre la France dans ces propos-là. En te lisant, je me suis dit qu'il faudrait souligner peut-être de plus dans ce contexte. Dans le cas allemand, les cours suprêmes contre lesquels la Cour devait affirmer son autorité dans les années 1950 étaient beaucoup moins bien établis que leurs équivalents français. Si on pense qu'en France, ces cours-là étaient établis au moins depuis Napoléon, les historiens nous disent qu'il y a des précédents dans l'Ancien Régime, mais au moins depuis Napoléon, la Cour de cassation et le Conseil d'État étaient fermement en place. Et donc le Conseil constitutionnel vient tard sur la scène. Et il y a des institutions puissantes qui sont déjà là. D'ailleurs, il est dans le bâtiment du Conseil d'État. C'est peut-être pas un détail. Tandis qu'en Allemagne, on a quand même affaire à des tard venus. Des tard venus sur scène, c'était déjà des tard venus au 19e siècle, plus la unification allemande s'est faite sur le tard. Le Reichsgericht a été fondé dans les années 1870, donc sur le tard. Et c'est d'autant plus vrai encore après 1945, après la catastrophe nazie, et le long et laborieux rétablissement aussi du Bundesgerichtshof, qui n'est pas une, disons, émanation directe du Reichsgericht. Lui-même, dans son imagination, s'est prétendu tel, mais la réalité, c'était quand même une reconstruction très laborieuse à Karlsruhe au début des années 50. Donc, ce sont des institutions assez faibles, contre lesquels la nouvelle institution de la Cour constitutionnelle peut s'établir. Je crois que la différence avec la France devrait être même plus soulignée que tu le fais déjà dans ton livre. En tout état de cause, je lis ton livre comme une longue méditation comparatiste, explicite ou implicite, sur le Conseil constitutionnel, sans bien sûr tomber dans ce travers-là d'ériger les Allemands en modèle. On a déjà parlé, et je ne vais pas trop insister sur le contraste toujours saisissant en matière des droits fondamentaux. Il est bien connu que les droits fondamentaux étaient la source principale de l'autorité de la nouvelle Cour constitutionnelle allemande, et surtout dû au fait de l'existence d'un recours individuel constitutionnel aussi contre toutes les décisions de justice. C'est ça la clé institutionnelle du système, et c'est la grande différence qui persiste toujours malgré l'introduction de la QPC en France, qui persiste bien sûr toujours. L'autre aspect qui me semble important que tu mentionnes, mais qu'on pourrait peut-être même souligner plus, c'est vraiment la question du mode de désignation des membres de l'institution. En France, donc, l'absence de qualification juridique pour les membres du Conseil constitutionnel, tandis qu'en Allemagne, depuis les années 50, la règle qu'il faut une aptitude à la magistrature, comme nous disons en allemand, donc la Befähigung zum Richteramt, il faut être juriste allemand. Je reviendrai sur cet aspect du juriste allemand dans une seconde, mais il me semble très important de souligner que la Cour de Karlsruhe, dès ses débuts, a été une cour de juristes. Cour de juristes pour les juristes, tandis que c'est beaucoup moins certain pour le Conseil constitutionnel. Le contraste est saisissant, d'autant plus du fait de la nomination discrétionnaire des membres du Conseil par des hauts représentants de l'État, et la pratique de nommer des personnalités politiques. Chez nous, ça arrive de temps en temps, mais c'est en même temps toujours des juristes qualifiés qui sont nommés, même si ce sont d'anciennes personnalités politiques. Je pense par exemple à Peter Müller, ancien ministre-président de mon pays natal, de la Sarre, mais qui est en même temps un juriste reconnu par tout le monde. Donc, contraste qui s'explique bien sûr, comme le fait le livre et comme l'avait dit Xavier Gaudin dans son introduction, par la longue tradition de l'état de droit qui remonte au Saint-Empire germanique, donc qui remonte à notre ancien régime.
On devrait peut-être ajouter, je crois, le statut sociologique complètement différent du juriste en Allemagne et en France. Je crois que ça joue beaucoup. En Allemagne, les juristes sont un groupe à forte identité sociale, constitué par une formation universitaire et juridictionnelle commune. Et là, ça crée depuis longtemps un groupe social constitué. Ça explique que tous les juristes allemands ont cette aptitude à la magistrature qui est la qualification requise pour entrer dans la magistrature, bien que presque un petit nombre de juristes allemands vont vraiment entrer dans la magistrature, mais tous ont cette aptitude-là. En France, je dirais qu'il y a un manque d'un statut commun du juriste. Il n'y a pas vraiment un juriste français. Il y a un nombre important de concours différents qui créent des professions différentes qui n'ont pas de rapport naturel entre eux. Tandis qu'en Allemagne, il y a vraiment un monde des juristes qui se parlent et qui est sociologiquement, même si les rôles sont différents, a un langage commun. Je crois que c'est beaucoup moins certain pour le cas français à cause de cette situation sociologique. Cela nous amène au constat, je crois, que la Cour constitutionnelle allemande, depuis ses débuts, parle de juriste aux juristes. Elle parle à d'autres personnes aussi, elle parle à la politique, elle parle à la société, mais elle parle d'abord aux juristes. Et c'est un groupe identifiable. Elle parle aux juristes, mais on constate, et Aurore l'étudie très bien dans son livre, que dans les débuts, son rapport au monde des juristes allemands était tendu, mais précisément à cause de l'héritage nazi. Il y avait un rapport plutôt conflictuel avec le monde des juristes, précisément parce que la Cour constitutionnelle des débuts était moins impliquée par son personnel dans le nazisme que les juridictions normales. Et même aujourd'hui, on peut encore entendre parler dans des conférences allemandes des boutades sur la Cour constitutionnelle en disant voilà, c'est la Cour suprême des non-professionnels, parce que les juristes spécialisés tendent à penser que la Cour de Karlsruhe est très éloignée de leur monde à eux. Mais ce sont des boutades, ça n'a pas beaucoup d'importance. Au fond, c'est une cour de juristes qui parle aux juristes. Et c'était déjà le cas quand les rapports étaient beaucoup plus conflictuels dans les années 50. Ce que la Cour a réussi, c'est qu'elle a réussi à chapeauter cet état des juristes allemands caractéristique de la société allemande. Et je crois que c'est une des grandes raisons de son succès, de finalement chapeauter cet état des juristes, bien étudié d'ailleurs dans un livre de Jean-Louis Alperin qui a expliqué ça très bien historiquement, comment les juristes sont créés en Allemagne. Et bien sûr, cette cour-là, elle parle aux juristes. Et c'est une partie de sa puissance intellectuelle qui s'est créée depuis les années 50. Je voudrais t'interroger un peu, Aurore, sur les problèmes de périodisation. Bien sûr, tous les historiens aiment les problèmes de périodisation. Toi, la tienne, tu as fait un choix très clair, c'est le choix de te limiter à la première décennie, de finir en 1961. Et tu l'expliques dans le livre en disant, tu aurais aimé finir avec Luth en 1958, Dieter Grimm vient d'en parler, mais tu voulais encore intégrer l'audiovisuel, donc tu vas jusqu'à 1961. Je crois que cette périodisation se justifie tout à fait, surtout au regard de l'histoire générale de l'Allemagne. D'une certaine manière, ta périodisation coïncide avec la longue fin de l'ère Adenauer depuis la fin des années 50. Adenauer était au sommet de son pouvoir après sa grande victoire électorale en 1957, et après commence une longue dégringolade, et la Cour de Karlsruhe y a contribué. Le moment fort de cette dégringolade était, je crois, la crise présidentielle de 1959. Là, le chancelier Adenauer décide qu'il va devenir président fédéral et qu'il sera, à la fin de sa vie, parce qu'il était quand même déjà un vieux monsieur, une sorte de gaulliste allemand. Il avait peut-être l'image gaulliste devant lui pour se raviser après. Il n'a jamais candidaté, un autre homme politique a été élu, mais là, l'ère Adenauer commençait à atteindre sa fin. Et je crois donc cette périodisation va très bien avec cette fin de l'ère Adenauer. En même temps, je pense pour l'histoire de la Cour, cette périodisation pose un peu problème
dans le sens que tu veux en même temps contribuer à l'éclairage du présent. L'ouvrage tend quand même à nous expliquer la Cour d'aujourd'hui en prenant ce prisme des débuts. Je crois qu'il y a beaucoup d'aspects de la Cour qui viennent en fait après. Le grand conflit avec le législateur démocratique comme potentiel de la Cour s'est finalement réalisé seulement dans les années 70. Dans les années 70, quand il y avait un grand conflit entre les gouvernements sociodémocrates, libéraux, réformateurs et une Cour perçue plutôt comme conservatrice sur l'avortement. Il y a beaucoup de décisions dans ce domaine dans les années 70. Les conflits sur l'intégration européenne, qui jouent un rôle important dans la perception de la Cour, surtout à l'étranger, se sont montrés surtout depuis Maastricht. Il y a des éléments avant, mais surtout après Maastricht et après Lisbonne, ça s'est beaucoup accentué. Donc les années 50 ne donnent pas encore prise sur cet élément-là. Et surtout, je crois, l'ascension populaire de la Cour, donc la popularité de la Cour dans la population allemande en général, vient beaucoup plus tard, comme la popularité de la loi fondamentale est un élément qui vient sur le tard avec le patriotisme constitutionnel dont Dieter Grimm a beaucoup parlé. Ce sont quand même des phénomènes tardifs de la RFA, je dirais plutôt depuis les années 80. Que ça s'est institué, et donc la Cour des années 50 ne donne pas encore une prise sur ces évolutions-là, bien que on peut dire qu'il y a toutes les potentialités déjà qui sont là dans les années 50. En revanche, je pense que ça a aussi un avantage de se concentrer comme tu le fais sur les années 50, parce que c'est une période fondatrice au niveau institutionnel, c'est évident, et sur les grandes orientations que les Allemands qualifient de dogmatiques en matière de liberté publique. Donc je crois que ton livre a la chance, le charme et le sortilège un peu des débuts. Il peut profiter de ça. Tu soulignes à juste titre, je crois, à quel point la Cour a profité de la précarité de la situation de l'Allemagne de ses débuts. Il faut se rappeler quand même qu'il s'agit, en fond, en 1949, un État ouest-allemand qui n'ose pas vraiment dire son nom, qui a déjà des problèmes à concevoir son rapport à l'Empire allemand. L'Empire allemand est-il mort en 1945? Non, il n'est pas mort. La RFA est une sorte de continuité de l'Empire allemand, du coup, elle n'est pas complètement elle-même. Il y a une constitution qui n'ose pas dire son nom, qui est qualifiée de loi fondamentale précisément parce que dans cette situation-là, on n'ose pas le mot constitution. Il y a la partition de l'Allemagne qui va empirer de plus en plus, et il y a une constitution qui n'est pas à l'époque la loi suprême. Il y a la continuité de l'occupation, il y a la primauté du droit de l'occupation des Alliés qui dure jusqu'en 1955. Donc, dans les débuts de l'Allemagne, cette loi fondamentale n'est même pas la loi suprême en Allemagne. Et de plus, il y a un rapport très ambigu au passé nazi, aux traditions nazies, qui n'est pas du tout clarifié quand l'Allemagne est fondée et quand la Cour prend son service en 1951. Toute cette situation-là, bien sûr, n'a pas créé une table rase. Il n'y avait pas rien, bien sûr que non. Mais c'était quand même, je pense, un espace non dessiné dont la Cour pouvait profiter, même en tant que tard venue. Ce qui me semble encore plus surprenant. Elle vient 2 ans après le fondement de l'Allemagne de l'Ouest, mais la situation est toujours incertaine, les institutions sont mal établies, et la Cour a un espace que n'a jamais eu le Conseil constitutionnel. J'aurais peut-être plus insisté que tu le fais dans ton livre sur le rôle fondateur de l'arrêt d'interdiction du Parti socialiste de l'Empire. Parti socialiste de l'Empire, étrange nom pour un parti d'extrême droite, disons-le clairement, c'était un parti néo-nazi. Et c'est un des grands arrêts de la première Cour constitutionnelle, 1952, qui interdit ce parti-là. Et il faut constater même que ce procès est la raison principale pour laquelle le gouvernement Adenauer a enfin retrouvé son intérêt pour l'établissement de cette Cour. On voit très bien qu'Adenauer, il dit, voilà, il faut interdire ce parti-là, mais la Cour n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là?
Et donc, du coup, tout va très vite, tandis qu'avant, on avait beaucoup de difficultés à se mettre d'accord avec l'opposition social-démocrate sur la loi sur la Cour. Mais cet arrêt-là, je crois, il a vraiment façonné le système des partis allemands dans une phase décisive quand ce système-là était encore flottant. Et quand le rapport des petits partis de droite au nazisme restait, disons, ambigu pour le moins. Et là, du coup, la Cour, en interdisant clairement ce parti-là, montre les limites du système des partis. Et ce système s'est cristallisé après, surtout avec l'élection de 1953, qui, à mon sens, est la vraie élection charnière de la RFA naissante, quand le système des partis se met en place de plus en plus, et donc va se concentrer surtout sur les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, et les petits partis vont de plus en plus disparaître, sauf les libéraux. Et je crois que cet arrêt-là, en 1952, contribue à un moment où il fallait contribuer. Ça aurait été beaucoup moins important quelques années plus tard, mais la Cour intervient au bon moment et, pour la première fois, trouve son grand objet principal, je dirais, des années 50, le rapport au nazisme. Parce qu'il faut souligner à quel point cette Cour-là a trouvé, dans la prise de distance par rapport au nazisme, une de ses raisons d'être à un moment où les autres institutions allemandes avaient beaucoup plus de difficultés de prendre cette distance. Et c'est un grand thème que tu traites par ailleurs bien sûr dans d'autres parties de ton ouvrage, surtout il faut mentionner la grande décision sur la continuité de la fonction publique. Je le mentionne brièvement parce que la Cour déclare dans un arrêt retentissant en 1953 que tous les statuts de fonctionnaires allemands sont nuls depuis le 8 mai 1945. Donc, ils disent que précisément, la fin de l'Allemagne hitlérienne, c'est aussi la fin de la fonction publique traditionnelle. Donc, table ouverte pour la RFA pour refaçonner les droits des fonctionnaires, tandis que, bien sûr, beaucoup de fonctionnaires qui avaient été fonctionnaires nazis prétendaient qu'il y avait continuité de la fonction publique, que l'État n'avait pas changé, etc. Donc là, la Cour a vraiment pris la distance avec le nazisme. Alors, est-ce que, et Aurore, tu l'as mentionné tout à l'heure dans sa présentation, faut-il donc raconter cette histoire de la Cour des années 50 comme un conte de fées, libéral et démocratique? Tu as déjà mentionné que ce serait aller vite en besogne. La Cour n'a pas toujours été progressiste. Je mentionne 3 cas que tu mentionnes aussi dans ton livre, mais je crois qu'on peut les lier dans ce sens-là. Il y a la décision Elfes, bien sûr, grand arrêt libéral sur le fond, mais grand arrêt illibéral sur la décision concrète. Il s'agissait d'une décision qui concernait un homme politique allemand qui était contre la politique d'Adenauer en vue de la réunification de l'Allemagne. Il pensait que l'intégration à l'Ouest nuirait à la réunification allemande, ce qui était vrai. Et il s'opposait par des arguments et il voulait voyager à l'étranger pour exprimer son désaccord avec la politique d'Adenauer. Le gouvernement ne l'a pas laissé partir, lui a refusé son passeport. Les juridictions lui ont refusé son passeport aussi, et la Cour de Karlsruhe, elle aussi, lui a refusé son passeport. Mais en même temps, elle a créé un nouveau droit fondamental très, très important pour la dogmatique qui allait dans le sens libéral. Donc, décision quand même ambiguë. Deuxième cas, tu l'as mentionné, honteux, c'est la homosexuelle en 1957, qui bien sûr cadre bien avec les conceptions morales de l'époque, mais qui ne donne pas de la Cour l'image d'une Cour qui va innover dans le sens d'une société libérale. Et je crois qu'il faut ajouter, et tu le mentionnes dans une autre partie, le temps de parole parlementaire, la décision en 1959. En 1959, le SPD au Bundestag va à la Cour constitutionnelle en disant « Nous avons des débats au Bundestag où parlent presque partout ou les représentants du gouvernement, ou les représentants de la majorité parlementaire. » Donc quand on écoute un débat du Bundestag, on a l'impression qu'il n'y a que des chrétiens démocrates et quelques libéraux qui parlent, et de temps en temps, en fin de soirée, il y a aussi des sociodémocrates qui parlent. Alors ils vont, et c'était d'ailleurs vraiment le cas.
Donc, et ils vont à la cour de Karlsruhe, et la cour de Karlsruhe leur explique que tout est en ordre, parce que le gouvernement en Allemagne n'est pas l'expression de la majorité parlementaire, mais il exprime une voix autonome qui n'a constitutionnellement aucun rapport avec la majorité parlementaire. Donc, du coup, et il y a une parole illimitée du gouvernement selon la loi fondamentale. Donc, du coup, la Cour confirme une situation du gouvernement parlementaire politiquement intenable, et ça a été corrigé non par la Cour, mais par le Bundestag à la fin des années 60, quand on a introduit la pratique de compter le temps de parole du gouvernement sur le temps de parole de la majorité. Donc du coup, là, maintenant, il y a une sorte de proportionnalité entre les groupes parlementaires, et la décision de 59 a été un peu oubliée. Mais si on prend ces différents aspects ensemble, ça donne une image moins reluisante, je crois, de la Cour des années 50. Tu soulignes, je trouve, à juste titre, combien il fut inimaginable pour le Conseil constitutionnel nouveau-né de tourner contre le général de Gaulle. Mais je crois, dans le cas allemand, il convient aussi de souligner que la Cour a montré quand même beaucoup de différences à l'égard du gouvernement Adenauer. Elle n'a jamais frontalement attaqué le gouvernement Adenauer. Elle a souvent été d'accord avec les choix faits par Adenauer. Et c'est sur le tard, sur précisément cette grande décision de l'audiovisuel en 1961, qu'elle ose vraiment attaquer Adenauer, mais c'est au moment de sa faiblesse. Il est déjà en déclin, sa fin est proche. Et ça se ressent aussi à Karlsruhe. Donc là, c'est pour la première fois. Mais avant, dans les années 50, je trouve la différence est presque la même que celle du Conseil constitutionnel pour De Gaulle. J'allais finir sur un élément déjà mentionné, mais que je trouve très important et qu'il faudrait peut-être plus encore souligner dans le contraste franco-allemand. C'est précisément cette question du style de la motivation. Dieter Grimm vient d'en parler tout à l'heure. Je crois quand même qu'il faut voir qu'avec ces opinions très longues, pédagogiques, raisonnées, que la Cour adopte immédiatement depuis ses premières décisions dans les années 50, qui s'inspirent en partie de travaux doctrinaux, de travaux de la doctrine, qui dialoguent avec la doctrine ou prétendent même à son remplacement, parce que honnêtement, dans les débuts de la RFA, il n'y a pas beaucoup de doctrine démocratique dans laquelle on pouvait puiser. Donc, d'une certaine manière, la Cour fait la doctrine à la place des professeurs dans ses débuts. Mais je crois que c'est une des grandes raisons de son succès, parce qu'elle est pédagogique. Elle explique aux juristes, elle explique aux Allemands ce que c'est la démocratie. Et est la seule institution qui a un discours raisonné, ordonné, réfléchi sur ces questions-là, dans ce moment-là. Et je crois que ça joue beaucoup. Et c'est un facteur de succès, surtout par rapport au cas français, où déjà du fait de la motivation brève, de cette courteté, de ce manque de développement dans les décisions, le Conseil ne pouvait jamais aspirer à un tel rôle de pédagogue. La Cour de Karlsruhe, elle a expliqué la démocratie aux Allemands, ou au moins, dans les années 50, à ces élites juridiques post-nazies. Je crois que c'est une des clés de son succès. Les grandes décisions des années 50 sont des cours d'instruction civique aussi. C'est de la catéchèse pour des apprentis démocrates. Et donc, mais là, et ça va au-delà des années 50, c'est un langage de la persuasion. C'est un langage qui veut convaincre celui qui veut être bien convaincu, tandis que en France persiste, je pense, le langage de l'autorité. C'est l'autorité qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui veut persuader, c'est quelqu'un qui ordonne. Et je crois, entre les deux, il y a toute une différence des cultures juridiques et politiques qui persistent jusqu'à aujourd'hui. J'espère, chère Aurore, que tu continueras sur cette voie pour enrichir encore et toujours le dialogue scientifique franco-allemand qui est encore et toujours nécessaire, plus nécessaire peut-être que jamais. Merci.